Bonjour, donc pour cette leçon, on va discuter la dépendance des taux de réaction avec la température. Et en particulier, ça nous donnera une discussion bref des états de transition. Parce qu'on ne peut pas discuter la cinétique chimique sans discuter les états de transition. Bon, donc la constante de vitesse, pour la plupart des réactions, augmente avec la température. Et on va dire pourquoi. Bon, donc c'est quoi la température? Si on se rappelle du premier cours de ce cours, du premier cours, T, c'est une mesure de l'énergie cinétique moyenne disponible. Donc, s'il y a plus d'énergie disponible, on aura plus de réactions. Et c'est ça. Donc, si on a plus d'énergie disponible, c'est plus probable qu'une collision entre deux molécules résultera en une réaction. Bon, donc il y a deux choses qu'il faut qu'on discute en même temps. Donc, je vais présenter une, puis on va discuter l'autre ensuite. Donc, si on fait plusieurs expériences, on voit que on a cette relation. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logarithme de la constante de vitesse est en relation linéaire avec 1 sur t. Donc, le logarithme du k la valeur de l'ordonnée à l'origine, puis la pente, on va discuter directement. Donc, avec pente moins une énergie divisée par le constant de gaz, et l'ordonnée à l'origine donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on préfère des images linéaires? Parce qu'on les comprend facilement. Si on réarrange cette équation, on voit que c'est la même chose que A. Okay. Et c'est de cette façon qu'on pourra raisonner et développer cette équation avec de la mécanique statistique, ce qu'on ne fera pas. Mais les facteurs sont plus clairs ici.
Donc A, c'est le facteur pré-exponentiel. Qu'est-ce que ça fait? Ça mesure la fréquence des collisions avec la bonne orientation. Bon, et EA, ça s'appelle l'énergie d'activation. On va voir ça directement. C'est l'énergie qu'il faut avoir, l'énergie nécessaire pour avoir une réaction. Et exponentielle de moins EA, ça donne un nombre. C'est une population, c'est comme le montant de molécules ayant assez d'énergie. Donc, ayant plus que l'énergie d'activation. C'est pas exactement ça, mais c'est le montant de molécules avec assez d'énergie multiplié par A, le nombre de collisions. Tout ensemble, ça nous donne le nombre de collisions avec assez d'énergie. Donc, K, c'est une mesure du nombre de collisions avec assez d'énergie. Bon, donc énergie d'activation, on n'a pas. C'est la première fois qu'on introduit ça. Donc, si on regarde une réaction vraiment simple, donc sur cet axe, on a l'énergie. En principe, c'est une énergie potentielle. Et sur cet axe, on dira qu'on a. C'est pas exactement le progrès, mais le coordonné du réaction. Ça, c'est un anglicisme. En anglais, on dit reaction coordinate pour cette variable-là. Au début, on a les réactifs. Puis il y a une barrière qu'il faut surpasser. Puis à la fin, on a les produits. Bon, donc, si on dessinait énergie libre de Gibbs, la différence entre les réactifs et les produits, ça sera quoi? Ça sera delta G. Et ça, c'est la quantité thermodynamique qu'on a vue au 3e et 4e chapitre. La différence ici, c'est encore en termes d'énergie, c'est l'énergie qu'il faut ajouter au réactif pour passer la barrière. Et la différence ici, c'est l'énergie d'activation. Qu'on voit dans notre équation. Et c'est quoi ce point-là? Donc, les réactifs sont une géométrie de molécules. Les produits sont des géométries différentes. Ici, on a une géométrie qui n'est pas stable, mais c'est la géométrie optimale qu'il faut passer, qu'il faut dépasser pour... I'm on it. I didn't find any matching places. Merci, Siri. Il faut passer cette barrière pour trouver les produits. Donc, ce point-là, c'est l'état de transition. Okay, si ce n'est pas clair, on va avoir des exemples.
Donc, c'est une géométrie qui n'est pas favorable, mais il faut passer par cette géométrie pour aller des réactifs au produit. Bon, donc, une question un peu naïve. C'est quoi une molécule? C'est un arrangement stable de noyaux et d'électrons. Si on change les positions des noyaux, on déstabilise le système, et donc il faut ajouter de l'énergie pour faire ça. Donc si excusez-moi, si on change les positions il faut ajouter d'énergie. Parce que les arrangements des noyaux des électrons pour une molécule sont des minimums. Donc, pour changer les positions, il faut ajouter d'énergie. L'état de transition est la structure géométrique optimale. Qu'est-ce que ça veut dire optimal? C'est un maximum dans une direction, donc c'est un optimum par laquelle il faut passer. Bon, donc un exemple que vous allez voir si ce n'est pas encore vu, c'est SN2. C'est une réaction en chimie organique, disons un SN2 symétrique. En français, symétrique avec un M, désolé. Bon, donc on a BrCH3 qui réagit avec Br pour devenir Br plus CH3Br. Bon, donc cette réaction ne dit pas vraiment comment ça se passe. On comprend que la réaction passe par un état de transition. Donc, au début, on a un tétraèdre comme... Okay, je ne vais pas essayer de le dessiner parce que ça ne sert à rien. On a un tétraèdre pour CH3Br plus Br qui est une sphère. À la fin, on a la même chose, mais c'est inversé. L'état de transition, c'est ça. Donc, on a CH dans le plan, puis H, puis H. Donc, tout ça, c'est dans un plan comme ça. Donc, tout dans un plan. Ensuite, on a un BR là, puis on a un BR là. Puis, à l'état de transition, ces distances-là sont identiques. Donc, ça, ce n'est pas une molécule. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez isoler puis vendre dans un verre ou une bouteille, là. Mais c'est une géométrie par laquelle il faut passer pour avoir la réaction. Donc, ce n'est pas un arrangement stable.
si on change la longueur, et quelle longueur, BR, c'est BR, on va stabiliser le système. Donc, si on regarde avec un dessin comme ça, si on a notre réactif, puis il passe comme ça, puis ici c'est l'état de transition, puis ici les produits. Donc, à ce point-là, donc exactement là, la longueur BR-CBR, les deux longueurs CBR sont identiques. Donc, c'est le point là. Si on va dans cette direction, on va diminuer une distance CBR, mais on va augmenter l'autre. En tout cas, l'énergie va diminuer, et c'est la même chose ici. Si on augmente une liaison puis on diminue l'autre, on va descendre en énergie. Donc, l'état de transition, c'est un maximum dans cette direction. Puis, si on regardait dans les autres directions, ça sera un minimum, mais ça, c'est pas vraiment une question pour le cours. OK. De côté, si cette nomenclature-là, si on dit ça, si vous n'aimez pas le mot lien, là, parce que combien de liens est-ce qu'il y a entre C et BR, c'est à cause que le mot lien ici n'a pas une bonne définition. Les électrons sont délocalisés sur deux états électroniques différents. Donc, tous les, disons, heuristiques, les arguments basés sur les orbitales moléculaires ici n'ont pas vraiment de sens. Donc, pour cette raison, on dessine des lignes comme ça et on va discuter ça si vous suivez des cours en quantique. Donc, ça, c'est juste deux côtés. Bon, donc, comment peut-on distinguer entre les réactifs et les produits et les états de transition? OK. Là, vous pouvez faire à l'œil, mais ce n'est pas vraiment une définition qu'on aime mathématiquement, disons, entre réactifs produits et les états de transition. Bon, donc si on dessine nos réactifs et produits. Bon, donc les longueurs CH puis CBR ont des valeurs d'équilibre. Donc, ils ont des valeurs précises d'équilibre. Et si on change cette valeur, on va augmenter l'énergie. C'est à cause que c'est ici. Donc, si on change un des coordonnées, ça va monter en énergie soit ici ou soit là. Donc, on va monter en énergie. Si on change ces longueurs, on montera en énergie. OK. Bon, donc, si on retourne ici, on voit que c'est un minimum. Donc, un minimum veut dire que DE, ici on appelle le coordonnée X, c'est un minimum, donc le premier dérivé est égal à 0. Et à cause que c'est un minimum, il faut que le deuxième dérivé soit positif. Donc, là, c'est une bonne définition d'un minimum. Pour un état de transition, donc on va redessiner.
OK. Il faut distinguer. Si on change la longueur CH ici, c'est un minimum. Donc, si on change la longueur CH, on va augmenter l'énergie. Donc, le premier dérivé ici de l'énergie avec la longueur CH est 0 et le deuxième dérivé est positif. Mais si on change la longueur BR, CBR, encore, c'est un point optimal. Donc, le premier dérivé est égal à 0. Mais dans cette direction, c'est un maximum. Donc, le deuxième dérivé est inférieur à 0. Bon, donc, je vais redire ça. Pour un réactif ou un produit, tous les liens sont des minimums. Donc, les longueurs des liens sont tous des minimums. Mais pour l'état de transition, toutes les longueurs sont des minimums, sauf une. Et dans cette direction, ici, c'est le BR-CBR, c'est un maximum. Donc, le premier dérivé est encore 0, mais le deuxième est inférieur à 0. Donc, un état de transition est un minimum dans toutes les directions sauf une. Dans lequel est un maximum. Bon, donc, on ne va pas discuter plus des états de transition dans ce cours. Pourquoi? Les questions mathématiques puis physiques des états de transition deviennent compliquées rapidement. Et il faut utiliser beaucoup de mécanique statistique, ce qu'on ne fait pas dans ce cours. Si vous suivez des cours supplémentaires, oui, on les discutera. Donc, je veux dire, en général, pour lier à la leçon précédente, les catalyseurs baissent l'énergie d'activation. Okay. Et comment? Il y a vraiment deux façons. La première chose qu'ils peuvent faire, c'est d'offrir une autre route pour la réaction pour circonvenir l'état de transition. Okay. Une autre façon, c'est ils peuvent stabiliser la géométrie de l'état de transition. Et cette stratégie, c'est surtout les catalyseurs organométalliques, puis les enzymes. Et là, c'est surtout les enzymes et les complexes organométalliques. Bon, en général, pour comprendre les états de transition, il faut vraiment comprendre comment la réaction se passe. Et les questions cinétiques sont en général plus difficiles que les questions thermodynamiques, parce que les questions thermodynamiques, on réduit les réactions à une somme de réactions faciles. Et là, on peut utiliser la loi de Hess pour juste
calculer les énergies de réaction facilement en regardant des tableaux. Bon, donc il y a un concept que je veux ajouter. C'est un concept que vous allez peut-être voir dans les cours d'organique. C'est le principe Curtin-Hammett. Là, on ne va pas discuter des réactions en particulier. L'idée, c'est qu'on a A et B qui sont en équilibre. Donc, on a un équilibre entre deux choses. B peut produire quelque chose D et C peut produire quelque chose A. Et une fois que D ou C sont produits, ils restent là. Donc, si on a un équilibre, puis pour A qui devient C, on a un K1, puis on a un K2 là. OK, le principe est que la proportion des produits est déterminée par les énergies d'activation des réactions Bon, donc je vais écrire le résultat. C'est que la proportion D sur C est égale à K2 sur K1 fois K. Je ne vais pas faire un développement, ce n'est pas compliqué, et si vous voulez le voir, c'est sur Wikipédia. Je vais dessiner le graphique, mais gardez en tête qu'on utilise la nomenclature que je n'aime pas. Bon, donc, ça regarde un peu comme ça. Donc ici on a A, puis ici on a B. A et B sont en équilibre, puis c'est quoi cette différence-là? C'est delta G de réaction. Donc il y a bien entendu une barrière entre les deux. Ici on a A qui devient C, puis B qui devient D. L'énergie d'activation pour A, c'est ça. Puis l'énergie d'activation pour B qui devient D, c'est ça. Et le principe est que le taux de formation des produits dépend, la proportion des produits dépend de la différence entre les énergies d'activation. Donc, la différence ici. Et dans la nomenclature que vous allez voir en organique, ça s'appelle delta G d'activation. Bon, donc, énergie d'activation, souvent on écrit delta G avec un dagger, là. Puis ici, on a la différence entre deux valeurs delta G, donc la nomenclature que je n'aime pas, delta G. Donc, la proportion des produits et si vous le faites, vous allez voir que ça dépend. Donc ça ne veut pas dire égal, ça dit être une fonction de ou dépend. OK. Je ne trouve pas le mot que je veux dire en français. Ça veut dire un facteur fois ça. Donc est proportionnel à.
l'exponentielle. Toujours, on va avoir des exponentielles des énergies sur RT. Toujours, ça veut dire une proportion de molécules avec cette énergie-là. Donc, moins delta G sur RT. OK. Le dernier mot que je vais dire dans le cours actuel, toujours quand on voit un exponentiel de moins une énergie sur RT, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre une proportion de molécules avec cette énergie-là. Bon, donc ça c'est la fin du cours actuel. Après ça, je vais enregistrer les ateliers que vous aurez vus dans des circonstances normales, mais bien entendu, ce n'est pas la vie normale maintenant. Donc, merci et à la prochaine.